Qui devient-on lorsqu'une simple lettre bouleverse le poids de toute une vie? Je m'appelle Colette Navarre, j'ai 79 ans, et je vis dans un petit appartement de la rue Aude-Robec, à Rouen. Ce matin-là, sous un ciel couleur d'étain, je comptais mes pièces pour le marché du mercredi, place Saint-Marc. L'odeur du pain chaud qui s'échappait de la boulangerie du coin semblait se moquer de ma parcimonie. Ma vieille bouilloire sifflait comme un oiseau impatient, et l'horloge du gros horloge sonna 10 fois. Je portais mon manteau bleu marine avec 2 discrets rapiessages au coude droit. La radio murmurait un Debussy à bas volume, tentant de guérir le silence des murs. J'ai touché la vitre de ma fenêtre, humide d'une bruine obstinée, et j'ai respiré profondément. 79 ans n'est pas une condamnation, me répétais-je, c'est seulement un chiffre avec des rides. Mais alors, le facteur cria, « Madame Navarre », et une enveloppe épaisse, scellée à la cire, tomba devant ma porte. L'expéditeur portait le nom, Étude Gauthier et fils notaire de France, et mon cœur rata 2 battements. Une succession, ai-je murmuré, sentant un froid qui ne venait pas du temps. Je n'attendais plus rien de personne depuis des années, et je ne le dis pas avec amertume, mais avec mémoire. J'ai été restauratrice de livres à la bibliothèque municipale, des mains qui recousaient des reliures et des silences. Armand, mon compagnon pendant 3 décennies, est parti en 1999, emportant avec lui l'odeur du tabac blond et des promesses tendres. Mon fils, Luc, a cessé de m'appeler après que j'ai refusé de vendre la petite maison de vacances à Veules-les-Roses. À Pâques dernier, j'ai aperçu de ma fenêtre ma petite fille que je connais à peine traverser la rue sans lever les yeux. J'ai ressenti l'humiliation de n'être rappelé que pour signer des papiers ou porter le poids de la poussière. J'étais la veuve qui n'a jamais épousé, la mère qu'on n'écoute pas, la voisine qui arrose les plantes des autres. La vie m'a appris à ne plus attendre d'invitation, seulement le cliquetis du radiateur et le courrier des factures. C'est pourquoi cette enveloppe de papier épais paraissait un intrus élégant sur ma table en formica. J'ai posé mes mains ridées sur le seau, orné de 3 lisses et d'une encre. J'ai senti l'odeur métallique de la cire et la pointe du couteau à fruits à hésiter. Si j'ouvrais, rien ne serait plus pareil, mais si je n'ouvrais pas, je ne saurais jamais. Madame Navarre, vous êtes désignée héritière universelle de Madeleine Vauquelin. J'ai lu à voix haute, comme je le fais lorsque je veux entendre la vérité sans demander la permission au monde. Ce nom n'éveilla aucun souvenir clair, aucun visage, aucune photo sur mes murs. L'écriture du notaire était ferme, française jusqu'à la manière de casser les lignes, et ne semblait admettre aucune réplique. Il y avait des annexes, une vieille clé en laiton, une carte avec une adresse à Honfleur, quai Sainte-Catherine. Et une note brève, vous trouverez les réponses là où la marée rend ce que le temps a voulu engloutir. Le piano de la radio s'interrompit, comme si quelqu'un avait tranché l'air avec une lame invisible. Je me suis assise lentement, la nuque battante, tenant la clé entre le pouce et l'index. Le métal était froid, et le froid est parfois un oracle pour les vieilles comme moi. Madeleine Vauquelin, pourquoi aurait-elle choisi une étrangère de Rouen qui compte ses pièces et recolle des reliures? Ma main a tremblé, et la tasse de thé a cogné contre la table, laissant un anneau ambré parfait. Et si cet héritage n'était pas de l'argent, mais quelque chose de plus lourd que l'or? Jusque-là, je survivais par habitude, car les habitudes sont les béquilles de ceux qui n'entendent plus d'applaudissements. Je me lève à 6h40, j'étire mes mains, j'embrasse les photos qu'Armand a oublié d'emporter. Je repasse mentalement les reliures des livres que j'ai restaurés, comme on récite un rosaire de papier. Les 7 pâtés de maison jusqu'au marché sont ma petite procession, avec des arrêts devant des vitrines de vieux vernis. Le maraîcher m'appelle, Madame Colette, et j'aime la musique qu'il fait avec mon prénom. À chaque pas, je range mes souvenirs comme on balaie des feuilles mortes en automne, sans hâte, sans témoin. La solitude a des odeurs, cannelle, alcool isopropylique, cire d'abeille et mes journées flottaient là-dedans. Mais cette enveloppe, avec sa solennité d'un autre siècle, a parfumé l'air de mystère et de sel. J'ai senti, pour la première fois depuis des années, qu'une porte invisible grinçait derrière mon dos. Et derrière cette porte, quelque chose de grand, peut-être laid, peut-être beau, respirait patiemment. Cet héritage pouvait être un règlement de compte avec le passé de la Normandie, me suis-je dit sans oser le prononcer. Ou bien n'était-ce qu'une cruelle plaisanterie du destin, de celles qui mettent le cœur à l'épreuve? J'ai passé le doigt sur mon poignet, où l'on voit encore une fine cicatrice datant de 1968.
En ce mois de mai tumultueux, je courais entre affiches et livres, sans savoir à qui appartenir vraiment. Je garde encore un foulard de coton taché d'encre, car m'en jurait être constellé d'étoiles. Ma jeunesse sentait la pluie sur les toits de zinc et le café brûlant avalé trop vite. Je croyais à la délicatesse comme méthode, et c'est ainsi que je me suis caché de bien des tempêtes. Mais trop de délicatesse tranche aussi, comme un fil dentaire passé sur le cœur. Quand Luc est né, j'ai juré de ne jamais manquer à mon rôle, j'ai manqué de courage, et il me le reproche encore. Les choix que l'on fait par peur s'enracinent et retiennent la cheville de la vieillesse. Peut-être est-ce pour cela que le mot « héritière » m'a offert un miroir nouveau où lire mes rides. Ce n'était pas une question d'argent, je l'ai compris, c'était une question d'appartenance, cette vieille faim que je refusais de nommer. J'ai respiré, et l'odeur de pluie m'a ramené vers le port d'Honfleur que je ne savais même pas connaître. Pourquoi moi, ai-je chuchoté, et la question resta suspendue à la rampe de ma cuisine, comme un manteau mouillé. La sonnette retentit encore, 2 coups rapides, et le facteur était toujours dans le hall. J'ai ouvert prudemment, il tenait un petit paquet enveloppé de papier kraft, ficelé de cordelettes fines. C'est arrivé avec la lettre, « Madame, j'ai oublié de vous le remettre », dit-il avec une désinvolture normande. J'ai signé d'une écriture ancienne, celle que je refuse de moderniser par entêtement. Le paquet portait le même blason, 3 lys et une encre, comme si quelqu'un m'appelait vers la mer. J'ai tranché la ficelle lentement, sentant la fibre chanter sous mes doigts arthritiques. À l'intérieur, un cahier ligné, couverture vert bouteille, et un billet collé à la première page. Ce que nous avons tu ne revient par la marée. MV, j'ai lu, à bout de souffle, comme on boit de l'air. J'ai feuilleté, découvrant des coupures de journaux de 1969 parlant d'un incendie dans une pension au Havre. Les marges portaient des notes à l'encre bleue, une écriture ferme, cadencée, qui ne s'excuse pas. Sur une page, un nom souligné, Navarre. Mon nom de famille, étranger dans ces lignes. J'ai senti le sol pencher légèrement, comme un pont de navire, et j'ai dû m'agripper à l'embrasure de la porte. Ma voisine du 3e, Madame Rivière, apparut dans le couloir avec son peignoir fleuri et son odeur de lavande. « Ça va, Colette ? Vous êtes pâle, dit-elle, plissant ses petits yeux derrière ses lunettes demi-lune. J'ai souri avec la diplomatie des petites tragédies, prétextant une affaire de famille. Elle m'a tendu un petit pot de confiture d'abricot, doux comme une consolation d'enfance. J'ai remercié et refermé la porte, mais le mot « famille » est resté coincé dans ma gorge. Qui était donc cette Madeleine Vauquelin pour moi, pour nous rappeler par un cahier et une clé ? Je suis allé à la fenêtre, l'eau dessinait des rivières minuscules sur le rebord. Dans le miroir du verre, j'ai vu la femme que je suis devenue, cheveux blancs courts, visage en carte. Je semblais prête à demander pardon au temps, comme si cela pouvait l'adoucir. Mais la clé brillait sur la table, impatiente comme une invitation chère oubliée dans une poche. Honfleur m'appelait par l'encre du blason, et j'ai toujours eu peur de la mer. Peut-être était-il temps de craindre autre chose. J'ai glissé le cahier dans mon vieux sac en cuir, hérité de moi-même, il y a des décennies, quand j'ai décidé de durer. J'ai pris un parapluie à pois, celui qu'Armand disait me donner l'air d'une actrice italienne. J'ai fermé le gaz, éteint la radio, retourné le verre sur l'évier, mon rituel de départ. Chaque geste avait le poids d'une signature, comme si je signais un contrat avec l'inconnu. J'ai descendu les escaliers lentement, écoutant mes pas résonner dans la cage en bois de l'immeuble ancien. Dehors, l'odeur de poisson frais des restaurants se mêlait au parfum écœurant de pluie et de diesel. Le tramway ne passe pas dans ma rue, mais les bus font un bruit doux qui rappelle une ligne de couture. J'avais besoin d'air, de rue, de voir des gens pour que le courage ne se fane pas comme une fleur sans eau. Dans ma poche, la clé griffait ma paume, réclamant une hâte que je ne savais pas offrir. Je me suis arrêté devant la vitrine d'une joaillerie, où un collier de perles reflétait mon menton tremblant. Ma mère disait que les perles sont des larmes dressées, et je ne voulais plus rien dresser. C'est alors que j'ai vu, reflétée dans la vitre, une femme que je ne reconnaissais pas, me faisant signe. J'ai tourné la tête lentement, comme si l'air était pâteux, et la femme avait disparu. Peut-être n'était-ce qu'un reflet, une mémoire vêtue en chair, ai-je plaisanté avec ma nervosité. Mais le cœur a une ouïe fine pour les coïncidences, et le mien battait comme des tambours. J'ai pris le bus 8 jusqu'à la gare de Rouen rive droite,
décidé à acheter un billet pour Deauville. 1 heure et demie de train, puis un court trajet en bus jusqu'à Honfleur, les routes de mon courage. Au guichet, la jeune employée mâchait un chewing-gum et m'appela « ma chérie », m'offrant un sourire. J'ai remercié comme si on me rendait un vieux foulard que je ne me souvenais plus avoir perdu. Avec le billet en main, je me suis assise sur un banc froid et j'ai ouvert le cahier au milieu, brusquement. Une coupure est tombée, jeune fille disparue après l'incendie de la rue de Paris, Le Havre 12 mars 1969. Au verso, un tampon effacé, pension Les Sirènes, chambre à la semaine, propriétaire, Monsieur Vauquelin. Madeleine était là, parmi les cendres et les petites annonces, me fixant à travers les lettres minuscules. Et mon nom, encore une fois, clignotait comme un phare dans une nuit sans lune. Le train entra en gare avec un soupir métallique, et le vent du quai souleva mes cheveux courts. Je suis monté dans le wagon, posé mon sac à côté de moi, et replié le parapluie comme un secret. Les fenêtres rayaient le paysage gris-vert de Normandie, champs de moutarde et vaches paisibles. Je pensais à la lettre, au cahier, à la clé, aux encres et aux lisses, aux mots qui ne reviennent pas. Je pensais aussi à Luc, à la façon dont une mère vieillissant le prénom de son fils dans son couloir. Peut-être que cet héritage était une carte pour retrouver plus que des objets, peut-être un rite de réparation. Un enfant sur le siège de devant comptait les arbres, et moi je comptais mes soupirs pour ne pas pleurer. Dans ma tête, je répétais la question qui avait ouvert ma journée, qui serais-je après cette lettre ? La locomotive souffla de nouveau, dans la vitre, j'aperçus une silhouette assise 2 rangs derrière moi. Cheveux blancs attachés, foulard vert bouteille, la même couleur que la couverture du cahier. Elle me regardait comme on reconnaît un vieux portrait, et ne détournait pas les yeux. Quand nos regards se croisèrent, la femme sourit et murmura mon nom de famille. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de respirer normalement, tandis que le train s'ébranlait vers la côte normande. La femme au foulard vert restait immobile, ses yeux clairs fixés sur moi avec une intensité troublante. J'ai voulu me retourner une 2e fois, mais elle avait déjà baissé la tête, comme si de rien n'était. Le paysage défilait, champs noyés de pluie, fermes isolées, routes boueuses traversées par des corbeaux. Chaque arbre qui passait derrière la vitre semblait m'interroger, comme des témoins muets d'un secret ancien. J'avais envie de me lever, d'aller lui parler, de demander « Qui êtes-vous ?» mais mes jambes tremblaient. Le cœur cognait fort, rappelant que l'âge n'épargne pas les émotions trop brusques. Alors je me suis agrippé à mon sac, serrant le cahier et la clé comme un talisman fragile. Je me répétais, « Colette, tu n'as rien à perdre. » Pourtant, une peur sourde me paralysait. Je savais au fond que ce voyage ne concernait pas seulement une succession, mais une vérité plus lourde. À Honfleur, l'air marin me frappa au visage dès que je descendis du car reliant la gare de Deauville. Le quai Sainte-Catherine exhalait des odeurs de poisson, de sel et de bois humide, un parfum de mémoire. Les maisons à colombages se reflétaient dans le bassin où quelques voiliers se balançaient doucement. J'avais l'impression de marcher dans une carte postale ancienne que le temps avait laissée intacte. La clé de laiton dans ma poche pesait comme un caillou chauffé, me guidant malgré moi vers une porte invisible. Je suivais les pavés irréguliers, chaque pas résonnant comme si la ville elle-même connaissait mon nom. Des enfants couraient derrière des mouettes, leurs rires aigus se mêlant au vent qui giflait les volets. Je respirais profondément, tentant de calmer le vertige qui m'envahissait depuis Rouen. Dans ce décor pittoresque, je me sentais à la fois étrangère et appelée par une force mystérieuse. Comme si quelqu'un m'avait attendu ici, en silence, pendant toutes ces décennies. Je trouvai l'adresse notée dans la lettre, un petit immeuble en pierre claire au coin d'une ruelle. La façade semblait abandonnée, volets écaillés, portes lourdes tachées de rouille et de sel marin. Mon cœur s'accéléra, cette clé avait été taillée pour une serrure qui dormait derrière cette porte. J'hésitais à l'introduire, mes mains tremblaient au point que je dus essuyer mes paumes sur mon manteau. Le silence du lieu était saisissant, comme si les habitants de la ville retenaient leur souffle pour me voir agir. J'avais peur qu'en ouvrant, je libère un souvenir trop vaste, une histoire qui me dépasserait. Pourtant, je tournai la clé, lentement, et le cliquetis résonna comme un coup de tonnerre. La porte grinça et une odeur de papier ancien, de cire et de poussière salée m'envahit aussitôt. La lumière entrait par une petite fenêtre donnant sur le port, éclairant des meubles recouverts de draps. C'était une maison figée, comme un sanctuaire secret où le temps s'était arrêté d'un coup.
Je retirai un drap au hasard, découvrant une commode en chêne sombre gravée de fleurs de lys. Sur le dessus, un coffret en bois attendait, fermé par un simple crochet métallique. J'eus l'impression de profaner une tombe, tant le silence se faisait lourd dans la pièce. Mes doigts caressaient le bois, usé par les années, imprégné d'une odeur de résine ancienne. J'ouvris enfin, et à l'intérieur reposaient des lettres jaunies, attachées par un ruban bleu délavé. Chaque enveloppe portait des dates, toutes comprises entre 1968 et 1970. Le nom, Navarre, apparaissait sur plusieurs d'entre elles, écrit d'une main nette et déterminée. Mes yeux se remplirent de larmes sans même comprendre encore le contenu exact. Quelqu'un, autrefois, avait pensé à moi, ou peut-être à ma famille, avec une insistance poignante. Et je devinais déjà que ces lettres allaient ébranler toutes mes certitudes. Je m'assis sur une chaise bancale, le bois craquant sous mon poids, et ouvris la première enveloppe. La lettre commençait par « Ma chère Colette », une familiarité qui me glaça le sang. Je lus les lignes tremblantes, comme dictées par un souffle venu d'outre-mer. La plume racontait un incendie, une fuite précipitée, un secret enfoui dans la nuit de 1969. Elle parlait de mon père, mort quand j'étais encore jeune, mais sous un jour que j'ignorais. Il aurait vécu un épisode à Honfleur que ma mère n'avait jamais évoqué. Le texte évoquait aussi un lien indestructible entre les Vauquelin et les Navarre. Chaque mot vibrait comme une corde pincée trop fort, résonnant dans ma poitrine. J'avais l'impression d'entendre une voix féminine, claire et déterminée, s'adresser directement à moi. Et je savais qu'une vérité s'apprêtait à jaillir de ces pages jaunies. Les heures passèrent sans que je m'en aperçoive, à tourner page après page, lettre après lettre. Des noms inconnus défilaient, des adresses effacées, des promesses murmurées au creux de secrets anciens. J'appris que Madeleine Vauquelin avait été proche de ma famille d'une manière mystérieuse. Elle écrivait avec tendresse, mais aussi avec une urgence dramatique, comme pressée par le temps. Chaque détail de ces récits me ramenait à des lieux familiers de mon enfance en Normandie. Une photo tomba d'une des enveloppes, une femme aux cheveux bruns relevés, souriant près d'une plage. Au dos, une annotation, pour Colette, quand viendra l'heure de savoir. Je posai la photo sur ma poitrine, bouleversée par ce message d'outre-tombe. Le silence de la maison semblait battre au rythme de mon cœur désordonné. J'étais prisonnière d'un mystère familial dont je ne soupçonnais même pas l'existence. À mesure que je lisais, une force étrange grandissait en moi, une énergie nouvelle. Moi qui vivais depuis des années dans l'ombre de l'oubli, je découvrais une lignée cachée. La solitude de mes soirs d'hiver, mes repas solitaires, mes promenades muettes prenaient un autre sens. Peut-être n'avais-je jamais été abandonnée, seulement écartée d'une vérité trop douloureuse. Chaque mot de Madeleine me donnait l'impression d'être reconnue, enfin. Comme si, à travers ces lettres, une main invisible réparait des décennies de silence. Je sentais mes épaules se redresser, mon souffle s'approfondir, mes rides se charger d'une nouvelle dignité. Cette maison poussiéreuse devenait un théâtre où mon nom reprenait de la valeur. Je n'étais plus seulement la vieille Colette oubliée à Rouen, mais une héritière d'histoires vivantes. Et dans cette révélation, je commençais à entrevoir la promesse d'une justice tardive. Pourtant, au milieu de ce flot d'émotions, une question demeurait lancinante, pourquoi moi ? Pourquoi Madeleine avait-elle attendu toutes ces années pour me désigner, moi, comme dépositaire de son secret ? Les lettres évoquaient des rencontres clandestines, des promesses faites à ma mère dans un contexte trouble. Il y avait aussi des allusions à un incendie qui semblait plus mystérieux qu'un simple accident. Tout cela dépassait ma compréhension immédiate, mais je savais que le puzzle n'était pas complet. Les papiers, les coupures de journaux, les photos, tout me poussait à chercher plus loin. Une force intérieure, que je croyais disparue avec ma jeunesse, se rallumait comme une braise. Je décidai de rester dans cette maison quelques jours, de la nettoyer, de l'habiter un peu. Car je sentais que chaque meuble, chaque fissure, chaque odeur de sel contenait une réponse. Et que le silence qui m'avait broyé pendant des décennies se transformait désormais en force. Je passai ma première nuit là-bas, sur un vieux lit recouvert d'un édredon à fleurs défraîchies. Le bois craquait au moindre mouvement, et le vent siffla dans les volets avec insistance. Je gardai la lampe à huile allumée, incapable d'affronter une obscurité totale dans ce lieu chargé. Les lettres reposaient sur la table de chevet, comme des veilleurs silencieux.
Je relisais des phrases à voix basse, cherchant à m'habituer à leur vérité. À chaque mot prononcé, j'avais l'impression d'appeler Madeleine depuis un autre monde. Le sommeil finit par m'emporter, lourd et agité, peuplé de visages flous et de flammes. Je rêvais de la silhouette de la femme au foulard vert, me fixant dans un train sans fin. Au matin, je me réveillais avec une certitude brûlante, cette femme vivait encore. Et qu'elle détenait la clé ultime de l'histoire que je venais d'ouvrir à Honfleur. Le 3e jour à Honfleur, alors que je triais encore les lettres de Madeleine, quelqu'un frappa à la porte. Le son, sec et ferme, résonna dans la maison endormie comme un coup de marteau sur une cloche ancienne. Je m'avançai avec précaution, le cœur battant, la clé serrée dans ma main comme une arme dérisoire. En ouvrant, je découvris la femme du train, cheveux blancs attachés, foulard vert bouteille. Elle me regarda sans surprise, comme si ma présence ici n'était qu'une évidence attendue. « Vous êtes enfin venu, dit-elle doucement, et son accent normand glissa dans la pièce comme une lame tiède. Je reculai d'un pas, troublé, incapable de prononcer mon propre nom tant il me semblait fragile. Elle s'avança sans attendre d'invitation, posa ses yeux sur les lettres éparpillées sur la table. « Madeleine m'avait chargé de vous les remettre si vous tardiez, ajouta-t-elle d'une voix grave. Je sentis que la vérité, longtemps murée, commençait à se fissurer. Elle s'appelait Hélène Vauquelin, nièce de Madeleine, survivante silencieuse du drame de 1969. Sa présence imposait à la fois la douceur d'une grand-mère et la force d'un témoin indestructible. Nous nous assîmes face à face, les rideaux bougeant sous la brise iodée venant du port. Hélène sortit de son sac une enveloppe scellée, plus épaisse encore que celle déjà trouvée. « Ceci est la dernière lettre de Madeleine, qu'elle a écrite pour vous seul, expliqua-t-elle. Mes mains tremblaient lorsque je brisai le sceau et dépliai les feuillets jaunis. Les mots semblaient vibrer dans la lumière tremblotante, comme dictés par une voix d'outre-tombe. Madeleine avouait avoir aimé mon père en secret, avant qu'il ne rencontre ma mère. Elle raconta l'incendie de la pension, accident provoqué pour couvrir une tentative de vengeance. Et elle confia que mon nom avait été mêlé à ce silence par loyauté et par honte. La lecture me bouleversa, chaque phrase résonnait comme une gifle tardive. Mon père, que j'avais toujours idéalisé comme un homme droit, avait laissé derrière lui des ombres. Pourtant, dans les lignes de Madeleine, il apparaissait aussi comme un homme prisonnier d'un contexte cruel. Il avait choisi ma mère, mais n'avait jamais cessé de protéger Madeleine et Hélène des retombées du drame. Cette vérité me fit chanceler, car elle remettait en cause mes colères contre lui et contre Luc. Je sentis que je devais pardonner, non par faiblesse, mais pour alléger le poids de ce legs. Hélène, en me regardant, hocha la tête comme si elle lisait mes pensées. « Il fallait que quelqu'un rétablisse la vérité, dit-elle, la voix rauque mais ferme. Je sentis alors une étrange justice m'envahir, comme si les pierres muettes de la maison l'attendaient aussi. Ce silence lourd des décennies se brisait enfin, laissant place à une clarté douloureuse mais nécessaire. Les conséquences ne tardèrent pas à surgir. Hélène me révéla que certains descendants de la famille Vauquelin contestaient la succession. Ils voyaient en moi une intruse, une vieille femme de Rouen sans lien officiel avec leur sang. Mais Madeleine, par testament, avait tout prévu, blindant chaque page de la loi française. Elle voulait que ce soit moi, précisément, qui hérite de sa maison, de ses archives et de son histoire. Elle disait que vous étiez la seule capable de ne pas trahir la mémoire, expliqua Hélène. Cette phrase me frappa comme un seau incandescent sur la poitrine. Je compris que cette justice tardive n'était pas seulement familiale, mais aussi morale. Je devais porter la vérité, même si elle dérangeait les héritiers impatients. Ce n'était pas une richesse matérielle qu'on m'avait confiée, mais une mission de mémoire. Un notaire d'Honfleur organisa une réunion quelques jours plus tard, où je fus convoqué. Les membres de la famille Vauquelin s'assirent autour d'une grande table en acajou, leurs regards méfiants. Certains murmuraient que j'étais une usurpatrice, une étrangère venue profiter d'un testament. Mais le notaire lut à voix haute les volontés précises de Madeleine, détaillées avec minutie. Chaque clause affirmait mon rôle de dépositaire universel, sans possibilité d'appel. Le silence qui suivit fut lourd, percé par les soupirs exaspérés des plus jeunes héritiers. Hélène, à mes côtés, posa une main rassurante sur mon bras, sa présence me soutenait. Je relevai la tête, déterminé, et croisai chaque regard sans détourner les yeux.
J'avais passé trop d'années à baisser la tête, il était temps de me tenir droite. À ce moment, j'ai compris que la justice avait enfin choisi son camp. Mais la vérité la plus dure restait encore à dévoiler. Une dernière boîte métallique, retrouvée au grenier, contenait des documents de police. Rapport d'enquête sur l'incendie de 1969, témoignages contradictoires, page tachée d'eau. Au fil de ma lecture, la vérité apparut, l'incendie n'avait rien d'un accident. Il avait été déclenché par un homme jaloux, ancien amant de Madeleine, décidé à la punir. Ce criminel n'avait jamais été arrêté, la famille avait étouffé l'affaire pour sauver sa réputation. Mon père, impliqué malgré lui, avait accepté de garder le silence pour protéger tout le monde. Je sentis ma gorge se nouer, les larmes brouillaient ma vue, tant l'injustice me heurtait. Mais en même temps, une force se déployait en moi, comme si je reprenais la parole de mon père. La justice, même tardive, brillait enfin dans ces papiers oubliés. Je décidai d'aller plus loin, porter ces preuves aux autorités locales. Certains me dirent que c'était inutile, qu'après 50 ans, personne n'écouterait. Mais je ne pouvais pas garder ce poids, pas après avoir porté tant de silence. Je me rendis au commissariat de Honfleur, un matin de pluie fine et de vent coupant. Le jeune officier qui m'accueillit lut les documents avec attention, fronçant les sourcils. « C'est ancien, mais cela mérite une réouverture symbolique, dit-il finalement. » Ce mot, symbolique, me réchauffa plus qu'un manteau. Car parfois, la justice n'est pas dans la condamnation, mais dans la reconnaissance publique. Je quittai le commissariat avec le sentiment d'avoir libéré un fantôme enfermé trop longtemps. Madeleine, mon père, Hélène, tous retrouvaient une voix à travers la mienne. Les journaux locaux s'emparèrent bientôt de l'affaire, publiant des articles sur « l'héritage de la vérité ». Mon nom apparut dans la presse, et avec lui celui de Madeleine, lavé de toute suspicion. Les gens du port chuchotaient mon histoire, certains me saluaient avec respect, d'autres avec curiosité. Moi, simple vieille femme de Rouen, je devenais la gardienne d'un secret transformé en justice. Hélène et moi étions souvent ensemble, partageant du thé face au bassin, silencieuse mais apaisée. Je sentais que ma vie, longtemps réduite à la solitude, s'élargissait soudainement. Non pas par les biens matériels, mais par le poids d'une vérité révélée. Chaque pas dans Honfleur avait désormais une résonance nouvelle, comme si la ville me reconnaissait. La justice tardive avait ouvert des cicatrices, mais elle avait surtout libéré des âmes. Et dans ce bouleversement, je retrouvais une dignité que j'avais cru perdue. Le soir, je retournais à la maison de Madeleine, devenue peu à peu la mienne. Je rangeais les lettres dans une boîte protégée, comme on veille un trésor sacré. Chaque objet de cette maison avait désormais une voix, chaque fissure un écho. Je marchais dans les couloirs sans peur, la lampe à la main, respirant profondément. La colère qui m'avait souvent brûlé s'était transformée en une flamme douce et claire. Je repensais à mon fils Luc, aux liens brisés, et je me disais qu'il fallait lui parler. Non pas pour obtenir pardon, mais pour offrir la vérité qui nous manquait. Je voulais qu'il sache que son nom portait une histoire plus vaste, et non une honte. Car la justice n'était pas seulement pour Madeleine ou pour mon père. Elle était aussi pour moi, pour Luc, pour tous ceux qui avaient vécu dans l'ombre du silence. Je me réveillai un matin avec une lumière nouvelle, douce et chaude, filtrant par les volets entr'ouverts. La maison de Madeleine ne me paraissait plus étrangère, mais comme une extension de mon propre souffle. Chaque craquement du parquet résonnait désormais comme un signe de vie, non comme un avertissement. Je descendis les escaliers en caressant la rampe polie par des générations de mains oubliées. Le parfum du café que j'avais préparé emplissait la cuisine, se mêlant à l'odeur persistante de cire et de sel. Je m'assis à la table de bois, entouré de lettres soigneusement rangées dans une boîte. Tout me semblait à la fois ancien et neuf, comme si la maison respirait enfin avec moi. J'avais traversé la douleur, la honte, la solitude, pour atteindre cet espace de calme fragile. La justice tardive avait fait son œuvre, et je sentais mes épaules moins lourdes. À cet instant, je compris que je n'étais plus spectatrice de ma vie, mais actrice de sa conclusion. Un sourire vint naturellement à mes lèvres, chose que je croyais perdue depuis des décennies. Et j'acceptai de regarder l'avenir avec l'humilité d'une survivante réconciliée. Je pris une décision qui me semblait nécessaire, écrire à mon fils Luc.
Non pas une lettre sèche et pleine de reproches, mais une confession sincère. Je voulais lui raconter ce que j'avais découvert, la vérité de Madeleine, le poids de notre nom. Je voulais lui dire que j'avais été faible parfois, mais que j'avais toujours aimé avec maladresse. J'écrivis longuement, remplissant plusieurs pages d'une écriture tremblante mais claire. Chaque mot vibrait comme une tentative de réparer un lien effiloché par le temps. Je lui envoyai la lettre par la poste, glissant à l'intérieur une photo de Madeleine jeune. Au dos, j'avais inscrit « Voici celle qui a protégé ton histoire avant moi ». Je craignais son silence, mais j'espérais sa réponse avec l'innocence d'une mère en attente. Car pardonner n'est pas effacer, c'est accepter que la mémoire respire autrement. Et j'avais choisi de respirer, même s'il lui tardait à le faire avec moi. Ainsi commençait pour moi une nouvelle patience, faite de douceur et de courage. Les jours à Honfleur prenaient un rythme régulier, ponctué par le cri des mouettes et le ressac. Je marchais souvent sur le quai, observant les pêcheurs tirer leurs filets, silhouettes tenaces dans la brume. Leur persévérance me rappelait la mienne, reconstruire malgré les tempêtes de la vie. Je me sentais à ma place, même si j'étais une étrangère de Rouen au milieu d'eux. Parfois, des enfants s'arrêtaient pour me sourire, et je leur offrais des morceaux de sucre pour les mouettes. Ces gestes simples me ramenaient à une forme d'innocence perdue. Je pensais à Armand, à ses yeux clairs, à ses promesses éteintes trop tôt. Je pensais aussi à ma jeunesse à Rouen, aux soirs d'hiver glacés où je croyais être invisible. Et je réalisais que je n'avais jamais été invisible, j'avais simplement vécu dans l'attente. Attente d'être choisie, entendue, reconnue par ceux que j'aimais. Désormais, je n'attendais plus, je vivais avec la lenteur tranquille du présent. Et ce présent, imparfait mais lumineux, me suffisait. Un soir, en classant les dernières affaires de Madeleine, je trouvai un carnet relié en cuir brun. À l'intérieur, elle avait laissé des pensées intimes, comme un journal secret. Elle y écrivait sa peur de mourir sans transmettre la vérité, son désir de rédemption. Ses phrases tremblaient d'émotion, mais vibraient d'un courage que je reconnus aussitôt. Elle parlait aussi de moi, d'une petite fille qu'elle avait vue un jour à Rouen, tenant la main de mon père. Elle écrivait, « Elle s'appelle Colette. Ses yeux portent la douceur de celui que j'ai aimé. » En lisant ces lignes, je sentis mon cœur chavirer d'une tendresse inattendue. Je compris que ma vie avait été observée, protégée, même de loin, par cette femme silencieuse. Cette révélation fut une caresse sur mes blessures anciennes. Madeleine n'était pas seulement une figure mystérieuse, elle avait été une gardienne invisible. Ces mots me redonnaient la force de croire que la tendresse survit même aux pires tragédies. Et je remerciai son âme, quelque part entre les murs de cette maison. Un matin pluvieux, la réponse de Luc arriva enfin, dans une enveloppe sobre. Mes mains tremblaient plus qu'à l'habitude en l'ouvrant, la gorge serrée par l'angoisse. Il avait écrit d'une écriture ferme, signe qu'il avait longuement réfléchi. « Maman, j'ai lu ta lettre. J'ai senti ta sincérité. J'ai pleuré en découvrant Madeleine et cette histoire. » Ces mots me frappèrent de plein fouet, mais ils étaient un baume bienvenu. Il poursuivait, « J'ai été en colère contre toi trop longtemps, sans comprendre ton silence. » Puis vint la phrase que j'attendais depuis des années, « Je veux te revoir, pour parler. » Les larmes coulèrent sur mes joues ridées, comme une pluie d'été réchauffant la terre. Je serrai la lettre contre mon cœur, reconnaissante au destin d'avoir enfin ouvert ce chemin. La justice, la vraie, n'était pas dans les tribunaux, mais dans ce pardon offert. Je réalisai que la réconciliation avec mon fils était l'héritage le plus précieux. Et qu'il me restait encore du temps pour le vivre pleinement. Je me préparais alors à retourner à Rouen, non pas pour fuir Honfleur, mais pour reconstruire ailleurs. Je laissai la maison de Madeleine ouverte, habitée, vivante, comme elle aurait voulu. Je promis à Hélène de revenir souvent, de partager des repas, des souvenirs, des rires. Elle me serra dans ses bras, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Tu es devenue une Vauquelin autant qu'une Navarre, dit-elle doucement. » Je souris, car ces mots m'unissaient enfin à une famille que je croyais inexistante. Rouen m'accueillit avec son ciel bas et ses clochers familiers. Mais cette fois, je n'étais plus la vieille femme solitaire de la rue de Robec. J'étais une femme enrichie d'une histoire, d'une vérité, d'un pardon retrouvé. Chaque pierre de ma ville semblait différente, comme éclairée de l'intérieur.
Et je sentais que le silence de jadis avait définitivement changé de visage. Il était devenu une force douce, une compagne fidèle. Je retrouvai mon appartement, mais je l'ouvris à la lumière, aux fleurs, aux rires d'enfants du voisinage. Je préparai un repas simple et invitai Madame Rivière, ma voisine de palier. Elle entra, surprise, découvrant une Colette plus souriante, plus ancrée. Je lui racontai une partie de l'histoire, sans entrer dans tous les détails. Elle écouta en hochant la tête, sa main serrant la mienne comme une promesse silencieuse. Nous partageâmes un pot de confiture de son jardin, en riant comme deux jeunes filles. Je réalisai que l'amitié aussi est une forme d'héritage, simple mais vitale. La solitude qui m'avait écrasé pendant tant d'années commençait à reculer. Et dans ce petit appartement, j'entendis pour la première fois depuis longtemps des éclats de joie. Le silence n'était plus un ennemi, mais un écrin pour accueillir de nouveaux sons. Je fermai les yeux, remerciant Madeleine, Hélène, et même mon père pour ce chemin. Et je sus que ma fin de vie serait différente de ce que j'avais craint. Avec le temps, je compris que l'héritage ne se mesure pas en murs ni en bijoux. Il se mesure en vérité transmise, en blessures cicatrisées, en ponts reconstruits. Madeleine m'avait offert plus qu'une maison, elle m'avait rendu mon histoire. Mon père, malgré ses silences, m'avait légué la force de porter ce fardeau jusqu'au bout. Et moi, à mon tour, je pouvais offrir à Luc et à ma petite fille un récit vrai. Un récit où les erreurs et les amours impossibles n'étaient pas effacés, mais assumés. Chaque ride de mon visage devenait alors une trace de ce cheminement. Chaque jour gagné sur le désespoir devenait une victoire silencieuse. La paix ne tombait pas comme un miracle, mais s'installait doucement, obstinément. Je savourais cette lenteur, ce luxe de n'avoir plus rien à prouver. Mon cœur, longtemps serré, s'ouvrait enfin comme une fenêtre sur la mer. Et je laissais entrer le vent, sans peur qu'il emporte ce que j'étais devenu. Je revis Luc quelques semaines plus tard, dans un café discret de Rouen. Le moment était simple, presque banal, une table, 2 tasses de chocolat chaud. Mais pour moi, c'était une renaissance, un retour d'amour maternel. Il parla, je parlais, et les silences entre nos mots n'étaient plus des abîmes mais des ponts. Je posai ma main sur la sienne, et il ne la retira pas. Nous évoquâmes l'avenir, timidement, mais avec la volonté d'y croire. Je lui offris une des lettres de Madeleine, pour qu'il comprenne notre héritage. Il la lut en silence, ses yeux brillants, puis il me serra dans ses bras. À cet instant, toutes les blessures anciennes semblèrent s'alléger d'un coup. Le café, le bruit des cuillères, le parfum de cacao devinrent le décor d'un miracle discret. Je quittai ce lieu avec l'impression d'avoir regagné bien plus qu'un fils. J'avais retrouvé une part de moi-même que je croyais morte. La maison de Madeleine resta pour moi un refuge, une seconde demeure où je retournais souvent. Là-bas, je lisais, écrivais, et recevais parfois Hélène pour de longues conversations. Nous parlions du passé, mais aussi de l'avenir, de nos petits plaisirs de vieille femme. Chaque visite renforçait mon sentiment d'appartenance, comme si le sang n'était plus la seule vérité. La justice que j'avais obtenue me rendait libre, même face aux critiques ou aux doutes. Je savais que les héritiers contrariés finiraient par oublier leur colère. Car la force du temps n'est pas de punir, mais de dissoudre ce qui n'a pas de racines solides. Et moi, j'avais désormais des racines profondes, ancrées à Honfleur, à Rouen, dans ma famille retrouvée. Je pouvais enfin me tenir debout, malgré l'âge, malgré les cicatrices. Chaque respiration devenait un acte de gratitude envers la vie. Je comprenais que la paix ne s'offre pas, elle se conquiert pas à pas. Et j'avais gagné ma paix en choisissant de ne plus fuir la vérité. Au fil des mois, je repris mes promenades à Rouen avec un regard neuf. Les pavés que j'avais arpentés des milliers de fois brillaient autrement sous mes pas. Les cloches du gros horloge ne sonnaient plus comme un rappel de solitude, mais comme un chant familier. Je saluais les commerçants, je m'attardais au marché, je riais parfois sans raison. Les passants me voyaient comme une vieille dame ordinaire, mais moi je savais. Je savais que derrière mes yeux se cachait une histoire d'amour, de silence et de rédemption. Chaque sourire offert aux autres était une victoire sur l'ombre du passé. Je ne cherchais plus à me cacher, ni à me justifier. J'étais enfin devenue une femme réconciliée avec elle-même. Et dans cette réconciliation, il y avait une dignité que rien ni personne ne pouvait m'ôter. Je m'étais relevée là où on ne m'attendait plus.
Et je marchais avec la légèreté de celle qui n'a plus peur. Je conclus ce chapitre de ma vie par une simple vérité, l'héritage le plus puissant est celui du cœur. Madeleine m'avait légué bien plus qu'une maison poussiéreuse au bord du port. Elle m'avait offert la possibilité de guérir, d'aimer encore, de pardonner sans effacer. Elle m'avait montré que le silence peut devenir force, que la douleur peut se transformer en leçon. À 79 ans, j'avais cru que ma vie était derrière moi, figée dans la solitude. Mais j'avais découvert que l'âge n'empêche pas les miracles, seulement les retarde parfois. J'avais appris que la justice peut être tardive, mais qu'elle demeure puissante. J'avais appris aussi que la paix n'est pas un cadeau tombé du ciel, mais une conquête intérieure. Aujourd'hui, chaque ride de mon visage raconte cette histoire, et je les porte avec fierté. Car elle témoigne que j'ai traversé les flammes et trouvé l'apaisement. Et ma dernière phrase, que je veux offrir au monde, est celle-ci. L'héritage qui compte n'est pas celui des biens, mais celui des vérités qui guérissent nos cœurs.